Chacun est responsable de sa prise de parole. Et si la personne galère à mettre en mots ce qu'elle a à dire, c'est qu'elle est en train de l'élaborer. Et il n'y a pas à dire « Ah oui, ce que tu veux dire, c'est ça, j'ai bien compris. » Non, t'as rien compris, écoute-le. Écoute-le, parce qu'en fait, ce que tu penses avoir compris, c'est ce que tu as déjà compris toi, et c'est pas forcément ça qu'il va te dire. Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Juliette Delesalle-Hamelin. Nous avons rencontré Juliette lors d'une conférence à la Convention des entreprises pour le climat. Elle y présentait une initiative citoyenne dont l'objectif est de recréer du dialogue dans la rue entre les passants sur des sujets de société. Alors, je suis sûr que quand je vous dis ça, la première question qui vous vient à l'esprit, c'est « Mais pourquoi j'irais m'asseoir dans la rue pour parler avec des inconnus ?» Eh bien, c'est justement en partant de cette curiosité que l'initiative Place du dialogue est née. L'objectif, recréer du lien et des moments précieux de partage entre des individus qui jamais ne se seraient croisés normalement. Juliette est animée par cette force du lien, cette force qui permet le vivre ensemble et le faire société. Car parler avec quelqu'un, c'est surtout l'écouter, sans se mettre à sa place, sans jugement, avec respect et bienveillance. Alors nul besoin d'être d'accord. L'important est de partager, d'échanger, et de voir que, même si l'autre pense différemment, énormément de choses nous rassemblent. En écoutant Juliette faire sa présentation, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on échange avec elle. Par chance, Raph avait le micro dans son sac. Tout était donc réuni pour enregistrer un épisode improvisé. En tout cas, cette rencontre avec Juliette nous a beaucoup touchés pour l'authenticité et la bienveillance qui s'en est dégagée. Alors, installez-vous confortablement et surtout, bonne écoute. Bonjour Juliette. Bonjour. On est très heureux d'être avec toi aujourd'hui. On va commencer très simplement. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es ? Qui je suis, c'est marrant parce que je lisais un papier l'autre jour sur quelqu'un qui dit « Je suis toujours déçue quand je pose la question qui tu es, les gens me racontent, je suis consultant, je suis garagiste, etc. » Donc qui je suis, j'aurais plutôt envie de dire je suis ch'ti. Donc ça c'est important pour moi, ça recouvre plein de choses. Notamment des choses du côté du lien. C'est notre métier là-bas, notre savoir-faire, sans doute héritage textile. Bon, je marquais un peu la réponse. Et je suis philosophe de formation. Et ça, c'est très présent pour moi aussi, sur cette façon qui est importante pour moi d'accueillir la complexité, le réel, sans le réduire. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon identité aussi, la façon dont je regarde le réel en philosophe, qui veut dire pour moi, en philosophe, ça veut dire en accueillant cette complexité sans la réduire, c'est important. Voilà. Et donc voilà qui je suis. Et je suis maman aussi de 4 enfants, 4 adultes, et grand-mère également depuis récemment. Donc là, tu as fait de la philosophie, comme tu disais. Ouais. C'est venu juste après le baccalauréat. Ouais, juste après le bac, en fait, j'avais une mention et du coup, ma pire note c'était en éco, mais du coup je suis partie en éco parce que il fallait aller à Dauphine. Et en fait, j'étais pas mauvaise en maths, mais les maths de Dauphine, c'était des maths beaucoup plus complexes. Moi, j'avais fait un bac B, ça vous dit rien, mais c'est ES maintenant. Et donc c'était des maths beaucoup moins conceptuelles, je trouvais, que celles que j'ai découvertes à Dauphine. Du coup, j'ai complètement explosé en vol. En plus, je venais de Lille et j'arrivais à Paris, ça m'a pas aidé. J'avais pas forcément la maturité. Et après, il s'est posé la question de qu'est-ce que je fais. Et j'ai une maman qui a toujours été très soutenante de on a été baigné avec Le Petit Prince, en fait. Ça tournait en boucle à la maison. Je sais pas si vous connaissez cette version racontée par Gérard Philippe, avec une voix extraordinaire. Donc moi, je l'écoutais en boucle, Le Petit Prince. Donc je pourrais, si vous voulez, si on avait le temps, je pourrais vous raconter in extenso quasiment le livre du Petit Prince. Et j'ai été baignée par ça, j'ai été baignée aussi par Jacques Brel. C'était les 2 figures. Et la 3e figure, c'était Sylvie Joly. On la connaît plus tellement, mais c'était une humoriste vraiment, vraiment chouette. Et en fait, cette maman que j'ai eue était vraiment dans la confiance, comme votre podcast, dans les rêves. Et elle avait confiance en moi. J'étais très bonne élève. J'avais quelque chose de
d'assez assertif, et elle avait confiance en moi et elle a été décoratrice. Donc l'univers de l'école, des études supérieures, c'était un univers inconnu pour elle. Et donc quand il s'agit de dire qu'est-ce que je fais, moi j'ai hésité entre droit et philosophie. J'avais la capacité conceptuelle pour faire les deux, et j'ai pas choisi droit parce que je me suis dit en fait en droit on affirme des choses tout le temps. Et on utilise le dialogue, notre capacité rhétorique, pour défendre des positions, pour défendre un client, pour défendre des positions. Alors que moi, ce dont j'ai envie à l'époque, en tout cas, je pensais que ce dont j'avais envie, c'était d'aller explorer et découvrir la vérité. Et du coup, la philosophie était pour moi le bon média. Et j'avais été, enfin les cours de philo en terminale, j'avais eu un prof extraordinaire, et c'était ma matière d'excellence, la philo. C'était vraiment la matière qui a participé à ma mention. Donc j'étais voilà, du coup je suis rentrée en philo et j'ai eu cette maman qui était OK avec ça, alors que c'était quand même un peu l'inconnu d'aller dans une filière comme celle-là. Donc la philo t'a beaucoup construit, et je pense qu'il y a aussi autre chose qui t'a construit, c'est le milieu dans lequel t'as grandi, ou t'es né en tout cas, le milieu ch'ti. Est-ce Oui. que tu pourrais nous raconter un peu le Nord, comment c'est, ce qui te marque là-bas? Moi, ce qui me marque là-bas, c'est la chaleur humaine. En fait, le truc qui me frappe à chaque fois, c'est que dès que je sors de la gare de l'île Flandre, vous allez dans un magasin, vous traversez la rue, on a l'impression que les gens, ils portent attention aux gens. C'est con, hein, mais vous prenez un pain au chocolat, la vendeuse va regarder si vraiment ça va, vous avez pu le mettre, l'installer dans votre sac. Enfin, il y a de l'attention. Il y a de l'attention, donc ouais, et il y a de la simplicité dans la connexion avec les gens. Les gens, ils sont gourmands des autres, et ils connectent assez facilement. Donc ça, le Nord pour moi c'est ça. Et tous les ch'tis sont pas comme ça, mais je trouve que c'est quand même. Enfin, ça fait bizarre parce que ça essentialise un peu, pour parler contemporain, ça essentialise un peu les gens du Nord, mais ouais, moi je trouve que c'est très fort là-dessus. Le Nord pour moi c'est aussi, et là aussi, ça essentialise, mais c'est aussi le travail. Moi, le travail, c'est un truc qui me fait kiffer. J'aime cet objet de travail, j'aime regarder les gens travailler, et j'aime travailler au sens m'engager, faire. Et les gens du Nord, c'est beaucoup ça, beaucoup d'engagement là-dessus. Donc voilà, et voilà ce que c'est. Et puis ouais, le Nord, c'est presque Brel, parce que il était à côté à Bruxelles, et moi j'ai été baignée par ce chanteur et par ses textes. Donc le Nord, c'est ça aussi, c'est des grandes plages avec un horizon lointain, et voilà, Brel dans les oreilles, le kiff absolu. Là, tu nous parles de ce lien intense, de la chaleur humaine qui régnait dans ton enfance, et de la philosophie. Aujourd'hui, tu as réussi un petit peu à mixer les deux. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce que tu fais au quotidien par le biais de ton activité? Oui, alors c'est vrai que donc moi, je suis consultante en management. C'est vraiment un gros chapeau très générique, et il y a plein de gens qui font ça différemment. Ce que je fais, c'est que j'interviens sur des sujets auprès d'entreprises, de dirigeants ou de dirigeantes, sur des sujets de gouvernance, de coopération, d'engagement et de transition écologique. Et en fait, alors je sais pas si je vais pas forcément réussir à tirer le fil ch'ti, philosophe et consultant, mais je viens avec ça dans mes interventions. Donc notamment quand j'accompagne des entreprises, c'est beaucoup avec l'intelligence collective, hein, donc c'est beaucoup avec un média qui est collaboratif et qui fait que les gens imaginent ensemble, explorent ensemble, problématisent ensemble et imaginent ensemble et font ensemble. Et ensuite c'est aussi beaucoup avec ce regard. C'est vrai que le retour que j'ai pu avoir de dirigeants. Une année, j'avais fait une carte de vœux qui était à la base de citations. Donc moi, je suis Madame Citation. Donc j'ai un fichier Excel avec 180 citations, qui sont pas des citations de management, parce que je trouve que c'est toujours un peu pourri, ces citations de management. Ça fait vraiment à l'américaine, très en puissancement, meilleure version de moi-même. C'est pas mon truc. C'est plutôt des citations de poètes, de philosophes, etc. Et en fait, en lui offrant à un dirigeant à qui j'offrais ça, c'était un objet complet en mode d'éphéméride, c'était éphéméridé, enfin il y avait tout un truc. Et il ouvre ça, il s'illumine, et puis il me dit, tu vois Juliette, en fait cet objet, ça représente exactement ce qu'on vient chercher chez toi. C'est cette façon en fait de nous emmener dans un endroit où on n'était pas du tout, parce qu'on était dans le boulot avec notre tête, et tout d'un coup tu actives un univers dans lequel on n'était pas, et qui fait nous regarder les choses de côté différemment. Donc voilà comment je viens avec la philosophie dans mon activité de consultant.
C'est intéressant ce que tu dis sur le fait d'emmener les gens en dehors de ce qu'ils ont l'habitude de voir dans leur tunnel, puisque ça rejoint aussi une initiative que tu as créée il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Place du dialogue. Et il y a cette idée dans le dialogue, justement, d'essayer alors pas de sortir l'autre de ses convictions, mais d'essayer de les questionner et de se questionner l'un et l'autre. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous présenter Place du dialogue? Oui, avec plaisir. Donc, le Place du dialogue, c'était une idée dans la tête d'un homme qui s'appelle Thibaut Vigne, qui est consultant lui aussi et qui travaille beaucoup en intelligence collective. Et Thibaut avait ça en tête, et puis il y a eu le confinement, et puis à la sortie du confinement, au moment des élections présidentielles, il a dit ok, go, un peu, voilà, allez, on y va, on va arrêter d'attendre. Il a embarqué un de ses associés, Benjamin, et puis les deux ont embarqué, et qui ont embarqué. Et moi, j'ai été à ce moment-là, j'étais disponible, et j'étais dans leur réseau pour qu'ils puissent dire, bah tiens, on fait une place du dialogue, place de la République, qui en est. Et en fait, moi, j'ai tout de suite reconnu quelque chose que j'avais envie de déployer. J'ai tout de suite reconnu une proposition, après avoir validé quand même de dire la proposition, on est bien d'accord, c'est pas de se mettre dans l'espace public en mode dîner en blanc et puis entre happy few du même milieu discuter et de se dire on a fait une expérience de fou parce qu'on était mélangés aux autres, quoi. Et donc non, la confirmation, c'était bien qu'on crée un espace. En fait, la place du dialogue, c'est ça, c'est on crée un espace éphémère, ouvert, au bénéfice des passants, et on va au devant des passants pour leur proposer de s'asseoir pour 30 minutes et discuter sur un sujet de société. On a l'habitude de dire que la place du dialogue, c'est un peu l'antiforum Internet. Donc on discute de sujets de société, mais de façon qualitative. Mais on a aussi l'habitude de dire que c'est surtout qu'on réhabilite le forum tel qu'il existait dans l'Antiquité, où c'était un lieu où on se rencontrait, où on croisait nos regards, croisait des informations, croisait des opinions. Et donc voilà ce qu'est la place du dialogue. Donc très concrètement, on s'installe dans l'espace public. Au plus fort du lancement, il y a eu un engouement quand on a lancé l'initiative, et on a eu jusqu'à 18 villes qui tournaient chaque mois pendant plusieurs mois, et dont Bruxelles. Et puis après, en fait, c'est un peu aride, en fait, d'aller dans l'espace public selon la météo, aller au-devant des passants, qui à la fois, ce qui est très chouette dans cette initiative, c'est que quand vous allez au-devant des passants, donc il y a un côté où vous sortez clairement de votre zone de confort en tant que membre de l'asso. Moi, j'aime bien être dans ce moment où on n'est pas confort et on est un peu, du coup, on reconnecte un peu à une forme d'humilité. Ça, j'aime beaucoup être dans ces situations-là. Tout le monde n'aime pas. Et en fait, quand on va au-devant des passants, ce qui est intéressant, c'est que oui, on a du mal à ce qu'ils décident de s'asseoir 30 minutes, mais la plupart du temps, en 2 secondes, ils ont compris la proposition de valeur. En 2 secondes, ils lui ont donné de la valeur. Il y a quelque chose qui s'allume chez eux. Moi, j'ai l'habitude de dire, en fait, il y a comme une gourmandise qui s'éveille, et comme si, alors ça fait un peu connoté d'utiliser le mot fraternité, mais je le trouve tellement magnifique. C'est comme si les braises de la fraternité étaient encore chaudes, et simplement il suffisait de souffler dessus pour qu'elles repartent. Et c'est vraiment l'expérience qu'on fait avec la place du dialogue. Est-ce que tu aurais des exemples de sujets que vous avez pu traiter et peut-être des anecdotes de rencontres marquantes entre des personnes qui se seraient pas forcément parlé? Ouais, tout à fait. Donc nous, c'est toujours, on fait expérimenter un processus qu'est le dialogue. Donc on a l'habitude de dire la question est pas la question. Puisqu'en fait, il ne s'agit pas, comme par exemple quand Emmanuel Macron avait organisé le grand débat, de dire on a un sujet donné et on fait commun in fine après avoir partagé nos divergences de regards. On fait commun et on aboutit à des propositions qu'on envoie sur une plateforme. Là, en fait, nous, on va pas faire commun. On va vraiment être dans l'écoute des regards des différentes personnes. Mais on va vraiment être dans l'écoute profonde, et cette écoute va à la fois être un acte d'hospitalité réciproque, donc ça va tisser du lien humain réel, mais ça va être aussi une façon d'élargir les frontières de notre pensée, en se nourrissant du regard, de dire putain, lui il a ouvert cette porte-là sur le sujet, je l'avais jamais ouverte, c'est quand même intéressant. Et donc les sujets, on prend toujours un sujet de société. Pour un sujet vis-à-vis desquels les gens sont d'une certaine manière à équidistance, non pas parce qu'ils sont dans la même situation. Par exemple, si je prends comment je vis la réforme des retraites, on n'est clairement pas
selon la carrière qu'on a eue, la situation dans laquelle on est au niveau de l'emploi, on n'est clairement pas à équidistance en ce sens-là, mais on est à équidistance parce qu'on fait partie du même pays ou partie du même territoire ou partie de la même planète, puisqu'on a eu comme question aussi comment je vis le défi écologique ou bien comment je vis la guerre en Ukraine. Ça, c'était un sujet un peu plombant, comment je vis la guerre en Ukraine, et d'ailleurs on a eu des passants qui disent « Vous êtes pas cool, je me serais bien installé, mais franchement ce sujet-là, il me plombe trop ». Mais c'est des sujets comme ça qu'on a envie d'avoir. Et par exemple, sur la situation en Palestine, c'est clairement des sujets comme ça qu'on aimerait pouvoir faire dialoguer et pouvoir que ça puisse se parler et s'écouter sans s'invectiver voilà, et juste se dire tiens, oui, lui il pense ça, parce qu'en fait ce dont on s'aperçoit quand on fait la place du dialogue, et je reviens avec le philosophe qui pour moi est très présent dans notre initiative, qui s'appelle Albert Camus. Albert Camus, une formule qui dit la nuance à l'importance de l'homme même. Et en fait, moi je paraphrase ça pour la place du dialogue, c'est qu'on s'aperçoit que ce que dit l'autre, ce que l'autre a à dire ou ce que l'autre nous partage, même si ça nous pique, même si on trouve ça tout pourri, ou même si on se dit c'est pas du tout, c'est horrible de penser comme ça. En fait, parce que j'ai la personne en face de moi, je me rends compte qu'en fait ce qu'il pense a la valeur de ce qu'il est lui. Et de cette personne. Donc ça, c'est vraiment vraiment très chouette. Et par exemple, on a eu encore un exemple de sujet quand on a lancé l'initiative, et puis on l'a refaite aussi sur un sujet politique entre les deux tours des législatives. Quand on a lancé la première place du dialogue, c'était entre les deux tours des élections présidentielles. Donc dans les deux cas, ambiance bien pourrie, parce que du coup, beaucoup de peur ou d'enthousiasme. En tout cas, on était avec un schéma très polarisé entre des courants très polarisés. Et c'est vrai que on s'est retrouvés à dialoguer avec des gens. Donc moi j'ai l'exemple par exemple d'une table où il y avait une jeune femme qui voulait pas aller voter, ras-le-bol en fait. Je serais désolée qu'elle passe, mais en fait moi je crois plus au pouvoir du vote. J'ai plus l'impression que c'est dans un pouvoir d'agir que j'ai, ça ne sert à rien. Et une autre dame qui était complètement choquée, bouleversée et qui voulait absolument que les personnes aillent voter. Et ben tout ça c'est écouté. Et la dame qui voulait que ça vote, elle a pas dit mais si tu dois aller voter pour telle et telle raison. Elle a écouté le point de vue de cette personne et réciproquement. Et puis on a eu aussi ce même jour-là, c'était première place du dialogue, donc c'est très présent pour moi à l'esprit, une table où ils ont discuté. Il y avait un monsieur qui dit moi je trouve que Marine Le Pen est beaucoup mieux que son papa et moi je pense que je vais voter pour elle parce que je pense qu'elle va changer les choses. Et un autre monsieur qui nous raconte qu'il a pleuré le soir du premier tour parce que Mélenchon était pas au second. Donc on était bien sur et en fait ils ne se sont pas invectivés, ils se sont écoutés et à la fin d'ailleurs ils se sont retrouvés parce qu'ils ont repartagé, ils étaient tous les deux d'Afrique et ils ont repartagé la place du dialogue dans leur culture, la place de la maman dans cette culture, et du coup ils se sont retrouvés sur ce qu'ils avaient de commun à la fin quand on a un petit peu pris le temps de débriefer sur l'expérience. C'est hyper intéressant parce que aujourd'hui, on se rend compte que on est sursollicité, que ce soit dans la rue, sur les réseaux, en permanence. Il y a énormément d'informations qui nous viennent. C'est des sujets qui sont pas forcément faciles, comme tu viens de le dire, qui peuvent être parfois un peu plombants. On se dit, franchement. Et aussi, le dernier truc, c'est que, comme tu le disais, ce sont des passants et des passantes. C'est-à-dire qu'ils sont pas là pour s'arrêter. Comment on fait pour que Place du Dialogue, ça marche finalement? C'est vraiment notre sujet. Pour passer à l'échelle, entre guillemets, si je prends un langage plus business, de démultiplier, c'est ça, c'est que c'est difficile de recruter les gens dans la rue. C'est l'expérience originelle qu'on a faite. Et nous, on a besoin de reconnecter à cette expérience originelle régulièrement. Parce que vraiment la place du dialogue, c'est ça, c'est dans la rue. Simplement, effectivement, c'est toujours la question de c'est quoi le bon endroit, parce que si les gens sont en train de passer, par exemple à Lille, on s'est installé place de l'Opéra, les gens c'est direct, ils vont à la gare de Lille-Flandre ou direct ils vont au resto, et donc ils font que passer. Donc comment trouver un lieu où les gens en fait sont là pour donner du temps? Donc ça c'est pas simple. On a un peu enlevé ce problème avec notamment le partenariat qu'on a avec l'unité d'habitation de la cité Le Corbusier à Marseille, où là en fait il y a un rendez-vous chaque mois, et donc c'est l'association des habitants qui a sollicité la place du dialogue pour créer cet espace. Donc on bénéficie encore dans un lieu comme ça d'une certaine diversité, puisque il y a les habitants et puis il y a aussi des visiteurs parce que c'est un lieu touristique, et donc on bénéficie encore de cette diversité, parce que c'est ça le risque, c'est que si on quitte la rue,
on va se retrouver dans des lieux où on va être avec des personnes un peu identiques, même si on est tous singuliers évidemment, mais voilà, qui ont des regards peut-être un petit peu communs sur le réel, donc on perd un petit peu ça. Donc c'est encore un défi pour nous aujourd'hui. Et ce qui a fait que ça s'est un peu essoufflé. Il y a des villes qui ne font plus de place du dialogue parce que les bénévoles se sont essoufflés à trouver un lieu, à ce que quand ils flottent, comment on fait. Et donc là, on est en train d'essayer de trouver des partenariats sur des territoires, un peu comme à l'image du partenariat avec la Cité radieuse, qui est assez joli puisque du coup la place du dialogue se renomme Conversation radieuse pour ce lieu-là, donc très enthousiasmant. Là, on se rend compte qu'avec Place du Dialogue, il y a quand même une diversité qui est assez incroyable. Et surtout, ce qui est aussi incroyable, c'est que en sortant de son entre-soi, de son environnement, son cocon, en se mettant dans la rue et en parlant avec des gens qu'on connaît pas du tout, en fait, ça se passe parfois mieux que quand on parle avec notre famille ou avec nos amis. Mais carrément. Et du coup, c'est quoi? Il y a un contexte favorable, il y a des gens qui encadrent, entre guillemets. Oui. Tu penses qu'il y a quand même dans notre humanité quelque chose qui fait qu'on peut parler naturellement? La deuxième proposition, j'en suis moins sûre. Qu'on ait besoin, enfin que ce soit important pour le monde et pour notre humanité qu'on développe cette capacité à se parler sans s'invectiver, ça j'en suis certaine. Après qu'on puisse le faire naturellement, on constate que non. Donc oui, c'est en fait la place du dialogue, la proposition, elle repose sur un processus assez sharp, assez designé. On n'a rien inventé, on a repris le cercle du dialogue, simplement on a écrit 5 règles du jeu, on a un galet de parole, on a un timer de 30 minutes, on a cette question de société, et puis on a une personne qui prend le rôle de facilitateur, donc il pose la casquette blanche sur sa tête, donc c'est un des bénévoles, et qui va exposer les règles du jeu, et qui va en être le gardien. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que ce facilitateur, finalement, il a peu besoin d'intervenir, d'abord parce qu'on a lu les règles du jeu et on a fait comme un deal avec les personnes. On a dit OK, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous restez? C'est OK, on y va. Et donc ils sont quand même. On s'aperçoit que les gens, voilà, ils se sentent redevables des règles qu'ils ont validées. Donc ça fonctionne. Et puis ce galet de parole, en fait, qui est un objet qu'on a dans la main, ça crée comme un nudge. En fait, c'est vraiment quelque chose où ça matérialise, ça crée ce contexte qui crée un contexte d'écoute. Donc voilà, pour moi, le dialogue est possible à condition de proposer un processus. Et c'est vrai qu'on avait même imaginé faire un jeu de société autour de la place du dialogue pour que dans les familles, ça puisse s'inviter et que effectivement on puisse enfin parler de sujets de société ou d'écologie. Par exemple, le sujet de l'écologie est un sujet qui déchire les familles. Hein. C'est terrible. Ceux qui ne sont pas engagés ont l'impression qu'on les juge et puis parfois minore l'importance du sujet, et ceux qui sont engagés ne comprennent pas qu'on puisse ne pas s'engager, alors que c'est pas une opinion politique pour le coup, l'écologie, c'est une réalité physique qui nous concerne tous. Donc voilà, on avait eu cette idée-là, et puis on l'a pas poussée pour l'instant, mais en tout cas, quand les gens expérimentent ça dans la rue, l'idée c'est qu'ils puissent effectivement. Il y a une anecdote là-dessus d'ailleurs, parce que on avait un jeune homme qui venait des cités, des quartiers, on va dire. Et en fait, il a fait l'expérience de la place du dialogue. Et en fait, après, il me dit, mais en fait, tu vois, Juliette, en fait, dans les quartiers là où je suis, c'est ou les points ou rien. Donc en fait, maintenant, ce sera le galet. Et le soir, il est rentré à Sevran et il m'a partagé le fait qu'il avait proposé cette expérience à ses camarades et que ils étaient tous preneurs. Et en fait, en plus, ses potes étaient des gens qui étaient en situation de clandestin, donc qui étaient assez isolés sur le territoire français et qui vivaient en espèce de squat ensemble. Et en fait, on s'aperçoit que c'est des personnes. Mais là, j'ouvre une porte sur un autre sujet, mais que ce sont des personnes qui n'ont, depuis qu'ils sont partis, plus aucun espace pour parler, pour être écoutés. Et là, tout d'un coup, ils avaient ça. Et ça me reconnecte aussi à la dernière place du dialogue qu'on a fait place de la République, il y a un jeune homme qui s'est installé avec nous et qui est aussi en situation irrégulière depuis 2 ans. Et quand il s'est installé avec nous, à l'issue, je lui ai proposé de répondre à une interview, ce qu'on fait à chaque fois, ou de remplir un livre d'or, ou de répondre à une petite interview. Et en fait, le jeune homme nous a partagé le fait que depuis qu'il est arrivé en France, c'est sa meilleure expérience. Et alors, on a été
c'était ambivalent, moi, mon sentiment, parce qu'à la fois j'ai été honorée, fière de créer ça chez quelqu'un, et ça m'a un peu piquée en tant que Française, baignée par les droits de l'homme et baignée par France Terre d'Hospitalité. Ça m'a un peu piquée de me dire qu'il a attendu 2 ans avant d'avoir une vraie expérience d'hospitalité. Ça m'a fait chier, en fait. Est-ce que vous avez des difficultés à réunir une diversité en termes de panel d'âge? Parce que, enfin, je sais pas, mais spontanément, j'ai l'impression que ce qui ne favorise pas aujourd'hui la discussion et qui fait qu'il y a un renfermement, ça va être les réseaux sociaux, le digital. Ouais. Vous arrivez à aller toucher des Là, jeunes? complètement, parce qu'en fait, comme on est dans la rue, tu vois, quand t'es place de la République, qui est vraiment un lieu où t'as des gens de toutes sortes qui passent ou qui restent, là, on arrive à avoir une diversité de fous. Et puis, quand on est dans d'autres centres-villes, sur d'autres villes, on a du mal on a rarement des CSP++, mais parce qu'ils sont pas à pied, en plus, tout simplement. Enfin, là aussi, excusez-moi, je caricature et qu'évidemment c'est pas généralisé, mais on a des gens qui ont des fonctions de cadre avec des grosses responsabilités ou qui sont des entrepreneurs. On a des jeunes, on a des gens qui sont SDF et qui sont sur l'espace sur lequel on propose la place du dialogue, et donc on a vraiment tout type. On a des femmes, on a des hommes. Il n'y a pas que des femmes qui participent à des places du dialogue, donc il n'y a pas que des femmes qui allouent du temps pour prendre soin des autres. En tout cas, nous, c'est pas l'expérience que l'on fait. Et puis, on a en termes d'origine sociale, je l'ai dit tout à l'heure, on a différentes catégories. On a différentes catégories d'origine, d'où je viens dans le monde. Et donc oui, on arrive. C'est pour ça que le format dans la rue, il est difficile à tenir et à maintenir, mais enfin, c'est vraiment le meilleur terreau, quoi. C'est le meilleur lieu. Tu disais du coup qu'avec une méthodologie, un processus, on arrivait finalement à faire parler des gens qui se connaissaient pas du tout. Est-ce que, je sais pas si tu penses que c'est pertinent, mais est-ce que tu pourrais nous délivrer un peu les 5 règles que vous mettiez en place pour que finalement, que ce soit en entreprise, que ce soit avec des amis, que ce soit dans la famille ou même dans la rue soi-même, si ça devient une initiative avec Place du Dialogue, qu'on puisse aussi le mettre en place, quoi. Ouais, complètement. Alors c'est vrai que vous pouvez les retrouver sur notre site, placedudialogue.com, qui est un site où il n'y a pas trop d'actu. L'actu, elle est plus sur notre page Facebook. Tu sais, quand t'es vieux, quand tu parles que de Facebook, mais et on a développé un Insta, mais il n'est pas encore hyper nourri. En tout cas, vous pouvez les retrouver, les télécharger. Le point important par rapport à la place du dialogue, c'est encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on n'a rien inventé sur le cercle de dialogue. On se raccroche beaucoup à un monsieur qui s'appelle David Bohm, qui était un physicien qui a aussi beaucoup travaillé sur le dialogue, mais il a aussi beaucoup travaillé sur le projet Manhattan et la bombe atomique. Mais il a après ça travaillé beaucoup, surtout sur le dialogue, et il a écrit des choses incroyables. Donc on s'inspire du processus qu'il a déployé. Donc on n'a rien inventé, et donc nous, nos règles, les gens peuvent se les réapproprier s'ils le souhaitent. On a juste une précaution sur le format Place du Dialogue en tant que tel, avec la casquette, avec le logo. Ça, on tient à ce que ce soit, ça passe par l'association, et voilà. Et donc ça, c'est la différence. Mais sinon, les règles, vous les uploadez comme vous voulez et vous les appropriez. Première règle, le dialogue porte sur le thème affiché. Donc c'est la fameuse question dont je parlais tout à l'heure. Il dure la durée prévue, ni plus ni moins. Donc on a un petit beeper très concrètement sur chaque table, puisque chaque table ne démarre pas, enfin chaque cercle ne démarre pas en même temps. 30 minutes. On a essayé de faire moins parfois pour attirer mieux le chaland, et en fait le client, et en fait oui, ça leur a permis de dire un quart d'heure je peux faire, mais en fait c'est assez frustrant. Donc 30 minutes, c'est une douce durée quand on est 5 pour que chacun partage ses regards. L'objectif, c'est de se comprendre, pas de tomber d'accord. Donc, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on n'est pas là pour, à un moment donné, qu'il y ait de l'émergence et faire commun. On est vraiment là juste pour écouter, partager nos regards sur les sujets. Chacun peut exprimer ce qu'il souhaite en lien avec le thème. Pour s'exprimer, il faut avoir l'objet de dialogue. Donc, nous, c'est un galet. Donc, ça veut dire très concrètement que ceux qui n'ont pas l'objet écoutent celui qui s'exprime.
quelle que soit la durée de son expression. Les silences font partie du dialogue. Ils permettent d'assimiler, de réfléchir. Donc ça, être aussi à l'aise avec ça. Quand le galet est au milieu et que personne le prend, c'est OK. Et quand quelqu'un aussi participe à la place et dit ou bien n'arrive pas à prendre la parole, on n'est pas là pour aller faire en sorte que chacun s'exprime. Quand on est facilitateur en intelligence collective, comme je le suis, en tout cas comme je mobilise cette compétence dans mes interventions, on a cet objectif de faire en sorte que tout le monde s'exprime en égalité de temps, en tout cas que chacun prenne sa place dans le groupe, parce que on a décidé que sur le sujet commun, il fallait bénéficier de la richesse de tout le monde. Là, sur la place du dialogue, on n'est pas dans cet objectif-là, et donc si la personne, elle expérimente le dialogue, sa façon d'expérimenter le dialogue, c'est de ne pas y participer, en tout cas avec des mots et avec une prise de parole, c'est OK. Et d'ailleurs, l'anecdote récente, c'est que un monsieur m'a dit « Je m'installe, mais moi, j'ai vraiment pas envie de parler, c'est quand même pas mon truc, tout ça, etc. » Et c'était OK. Et moi, en tant que facilitatrice, je me suis pas dit s'il se met à parler, yes, je suis un warrior, j'ai réussi à le décoincer. Non, j'ai accueilli ça comme ça. Il se trouve que de fait, à un moment donné, il a eu envie de prendre la parole et c'était top, mais il l'aurait pas pris, c'était OK aussi. Bon, je la fais longue là. Et puis toute violence physique ou verbale entraîne une exclusion du cercle. Ça, c'est un peu un spécial rue, je pense qu'on a voulu mettre. En tout cas, c'est fait de dire ok, là on arrête tout. Et l'animateur du cercle est au service de la qualité du dialogue, donc celui qui a la casquette blanche. Mais encore une fois, il n'est pas là pour aider l'autre dans sa maïotique à sortir ce qu'il a à sortir. Chacun est responsable de sa parole, de sa prise de parole. Et si la personne galère à mettre en mots ce qu'elle a à dire, c'est qu'elle est en train de l'élaborer et il n'y a pas à dire ah oui, ce que tu veux dire c'est ça, j'ai bien compris. Non, t'as rien compris, écoute-le. Écoute-le, parce qu'en fait, ce que tu penses avoir compris, c'est ce que tu as déjà compris toi et c'est pas forcément ça qu'il va te dire. Donc il y a vraiment ce pattern là auquel il faut faire attention, et quand on est facilitateur et coach par ailleurs, parfois on peut avoir cette tendance à penser que il faut aller aider l'autre dans son expression, alors que c'est pas du tout le sujet là. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans la place du dialogue, c'est le fait que tu as une révolte qui fait que ça c'est pas OK, cette façon dont il y a un non-dialogue ou un dialogue où les gens s'invectivent. Tu pars de cette révolte, mais tu arrives à en faire quelque chose, à un objet concret. Et du coup, tu es dans l'action. Moi, de plus en plus, j'ai du mal avec... mais j'ai été beaucoup, quand j'étais en philosophie, j'étais beaucoup dans l'intellectualisation, puis dans l'intention, et puis ça suffisait, en fait. Une espèce de contemplation où finalement, ce que j'imaginais, c'était déjà dans ma tête, et ça suffisait. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, et de plus en plus, c'est être dans l'action concrète. Et donc, avec la place du dialogue, j'ai cet espace où, du coup, et c'est quand je disais tout à l'heure que j'avais reconnu cet objet, c'est qu'en fait, tout d'un coup, j'ai reconnu un projet qui me permet de mettre en action une révolte que j'ai, un besoin que j'ai d'agir sur ces sujets de société, de faire société, et de contribuer à la paix dans le monde. Et donc ça a vraiment ce sujet d'être en action, je le vis aussi en tant que consultante en management. Il peut y avoir vraiment cette frustration-là, c'est-à-dire de se dire on préconise des choses, on accompagne, même si moi j'accompagne de façon assez proche du réel et pas simplement en mode il y a qu'un faucon. Pour autant, par exemple sur des sujets de transition écologique, je peux être celle qui sait des choses, qui a une culture G supérieure à la moyenne et notamment aux clients que je peux avoir, mais en fait, je parle pas depuis l'expérience. Et moi, j'ai de plus en plus besoin de parler depuis l'expérience. Et en fait, ça m'a amené. Alors, c'est le hasard d'une rencontre avec un jeune chef qui s'appelle Marwan, qui était un jeune chef de talent, qui avait un projet entrepreneurial, mais qui était par ailleurs dans une situation sociale très compliquée. Et en fait, j'ai accompagné son projet entrepreneurial. C'est une des choses que je fais. Je suis mentor dans une asso qui accompagne des porteurs de projets entrepreneuriaux. Et j'ai accompagné son projet. Et ce faisant, en fait, j'ai de plus en plus tissé le projet avec lui. Et à un moment donné, je lui ai dit, je continue à t'accompagner si tu tiens compte des enjeux écologiques. L'enjeu social, il était très présent pour lui. C'est quelqu'un qui vient
de ces sujets, qui a vécu et qui parle depuis l'expérience sur des situations sociales très compliquées. Il est arrivé tout seul à l'âge de 15 ans, donc on peut imaginer je sais pas si on peut imaginer d'ailleurs. En tout cas, moi, il m'a beaucoup raconté son parcours. Donc le social et le social est très présent chez lui au sens où il l'a vécu, mais aussi il porte attention aux autres et il a envie de faire de la place aux autres. Donc cette dimension sociale, elle était forte chez lui. Il n'y avait pas de sujet, on pouvait embarquer l'enjeu. La dimension écologique, elle était absolument aveugle. C'était vraiment une zone aveugle pour lui et une contrainte. Et donc moi je lui ai dit, en fait, je peux pas, ça m'intéresse pas d'accompagner une entreprise si en fait tu embarques pas ces enjeux-là. Moi je suis de ceux qui regrettent, même si je comprends ce que ça a permis comme créativité, mais qui regrettent un peu ce qu'il y avait au 19e siècle, je crois, qui s'appelait la license to operate, où en fait on ne pouvait pas monter n'importe quelle entreprise. Donc si je fais des goodies de merde qui servent à rien et qui vont être jetés après l'événement, et ben en fait, à une certaine époque, on aurait pu ne pas vous autoriser de créer cette entreprise parce qu'elle n'apportait pas un bien à la société ou qu'elle nuisait à la société. Donc moi, je rêve qu'on réhabilite cette license to operate et tout en disant comment on la réhabilite sans nuire à la créativité et à la concurrence, etc. Bref, et donc en fait, du coup, il a été OK. Mais du coup, j'ai dû porter cet enjeu. Et là, vous vous rendez compte que c'est une tannée, quoi, ce sujet de l'écologie en restauration. Alors, on l'a pas adressé sur le sujet de ce qu'on fait à manger. Lui, il est très spécialisé dans la bistronomie française. Il adore la cuisine française. Il est très, très solide. Il sait tout faire et il aime particulièrement faire de la bistronomie française. Il a appris au prix de Grand Chef. Il a un parcours éducatif qui l'a amené jusqu'au bac pro en cuisine. Et en fait, donc on fait de la viande tout simplement. Donc du coup, on n'adresse pas ce sujet de la végétalisation de notre assiette par notre activité traiteur et en même temps, les gens mangent pas chez nous tous les jours. Donc moi j'étais assez détendue là-dessus, même si parfois quand je partage mon projet à certaines personnes engagées écologiquement, elles me taclent là-dessus. Et c'est vrai que moi, je suis toujours un peu surprise. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des entrepreneurs, notamment des gens engagés sur le sujet, là, comme à la Convention des entreprises pour le climat, qui peuvent peut-être être saoulés un peu quand on les tacle sur le fait, mais ouais, mais les gars, tu fais des camions, quoi. Bah oui, je fais des camions, mais voilà. Et laisse-moi essayer, quoi. Laisse-moi essayer de faire un modèle plus vertueux. Tout ça pour dire que on n'a pas adressé le sujet de ce qu'il y avait dans l'assiette, mais on a adressé le sujet des contenants. Et là, c'est une tannée parce que la filière est pas prête, en fait. Et puis nous, on est dans une banlieue parisienne, on est installé dans un château. Donc ça, c'était marrant par rapport à la transition écologique parce que moi, j'avais très ancré en moi le schéma de l'ADEME, qui est coopération territoriale, qui est un des scénarios de l'ADEME, qui est celui que je trouve le plus, pour moi en tout cas, qui me parle le plus. Donc c'est juste après Génération Frugale. Et en fait, dans ce scénario de l'ADEME, c'est mis en avant le fait qu'il faut coopérer. Donc nous, quand on a dû trouver un local, qui est quand même un caillou dans la chaussure quand on lance une activité de restauration, parce que ça coûte cher, parce que quand il y a un local, c'est tout sauf restauration, je me suis dit, je vais appeler la mairie qui doit avoir une vision panoramique des locaux disponibles sur notre territoire. Et je suis tombée sur l'adjoint au maire en charge de la vie économique, qui est multi-entrepreneur par ailleurs, et qui a beaucoup aimé notre projet, parce qu'il était déjà porté de façon écologique et solidaire, et qui a dit, moi, je pense à un lieu, il y a tout à faire parce que c'est pas du tout un labo aujourd'hui, mais go. Et donc maintenant on est installé dans un château, donc c'était évidemment pas dans notre cahier des charges de chercher un laboratoire dans un château. Donc on est dans un château au sein d'une résidence, d'une copropriété, au sein d'un territoire de l'Ouest parisien. Et ce sujet, donc du coup, on est dans un coin où le dernier kilomètre de la livraison notamment, il est compliqué parce qu'en fait, on n'a pas de c'est pas des territoires qui sont investis pour ça, on n'est pas dans Paris. Et puis le sujet aussi des contenants. Donc la filière, elle est pas complètement au point, et donc on doit s'adapter avec nos contenants. Donc le chef, il peste un peu parce qu'en fait, il trouve que ça contraint de façon non positive son art, en fait, d'avoir un contenant qui est mal calibré, lui qui a l'habitude de faire des assiettes gastro, j'exagère, mais donc voilà, donc ça a été un sujet vraiment de débat entre nous, et puis de trouver les bons contenants. Et une fois que vous avez les bons contenants, enfin on les a pas encore, mais on a des contenants, mais on compose quand même avec ces contenants. Mais après, c'est toute la filière les gens nous les redéposent, de toute la filière de récupération, de consigne, et puis de
nettoyage et de livraison. Donc en fait, nous on a une activité à la fois de traiteurs événementiels jusqu'à genre 200 personnes. Donc là on a des contenants en verre, enfin on a que des contenants qu'on réutilise. Et bien là, du coup, on va aller en bagnole évidemment. Enfin, on a trop de matos, mais sinon on fait des livraisons en vélo cargo électrique. Et donc on livre nos plateaux repas, si quelqu'un, enfin je sais pas quelle heure il est, je veux pas vous mettre l'eau à la bouche, mais si quelqu'un veut commander une blanquette pour 10 potes qu'il reçoit demain soir, une blanquette de veau, ben on va la livrer en vélo cargo, ce qui fait aussi qu'on a eu un parti pris de s'ancrer sur notre territoire. Et donc la zone de chalandise, on a défini avec la petite appli Smappen, ou je sais plus comment elle s'appelle, 30 minutes en vélo depuis le labo, et on essaie de s'y tenir pour des raisons écologiques et puis aussi pour des raisons, moi je trouve, de rentabilité. Ça a rien d'aller, enfin quand on est à Paris, on peut vite aussi aller perdre 1 heure de trajet pour rien. Mais de toute façon c'est pas le projet, c'était vraiment l'idée d'habiter le territoire, avec l'idée que si on développe de nouveaux labos, ben on fasse un peu comme le boulanger fait, c'est-à-dire qu'il va recréer une boulangerie dans une autre ville, mais qui va elle-même produire ce qu'elle a à produire, versus avoir une grande centrale unique qui rayonne sur toute l'Île-de-France. Ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé, c'est que du coup, parler maintenant de la transition écologique depuis l'expérience, ça me réactive. J'ai parlé de Camus tout à l'heure. Moi, c'est vraiment le philosophe qui m'a connecté à ça. C'est le philosophe qui parle depuis l'expérience versus le philosophe. Il y a eu beaucoup de débats entre Camus et Sartre, où Sartre parlait plutôt depuis son fauteuil dans le 5e arrondissement, quand Camus parlait depuis le terrain. Et donc parler depuis l'expérience, c'est hyper important. Et pour revenir sur la transition écologique et le fait que maintenant je peux aussi être assertive sur le fait que ça apporte du gain, c'est en tout cas dans notre activité de traiteur, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand on fait des événementiels traiteurs et que nos contenants sont en verre, nos verrines sont en verre, nos petites cuillères sont en acier, que nos plateaux sont des plateaux en matière très solide, donc on réutilise à chaque fois, mais du coup elles sont jolies. Ce qui m'a frappé, nos plateaux repas, c'est facilement à packager ensuite et à reprendre. On n'a pas des grosses box qui envahissent la poubelle, le gardien vous fait la gueule parce que du coup ce jour-là la poubelle elle est pleine, etc. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que on peut aussi faire de l'écologie, non pas comme certains l'aperçoivent, punitive, contraignante, mais en apportant une expérience supplémentaire beaucoup plus qualitative. Et notamment pour nos événements, les contenants en verre créent de l'élégance et une meilleure expérience gustative plutôt que d'avoir des petits pots en carton dit recyclables, mais qui du coup se sont imprégnés de l'humidité de votre produit et puis qui se tiennent mal dans la main. En fait, ça augmente l'expérience client. Et ça, j'avais pas ça en tête. J'avais quand même en tête le fait que ça allait nous contraindre. Il fallait que ce soit facile pour le client. Il faut toujours que ce soit facile pour le client, l'écologie, surtout qu'on est dans un secteur où, pour l'instant, très peu de clients viennent nous voir pour cette raison-là. Ils viennent nous voir parce qu'on fait bien à manger. Et quand on fait une activité, l'écologie doit être embarquée par le dirigeant. Mais les gens, il faut être très solide d'abord sur nos fondamentaux. Ça n'a rien d'avoir un truc écologique. Et si on avait une cuisine qui n'était pas à la hauteur, ça servirait à rien. Et donc voilà, ça c'est un enseignement que j'ai trouvé intéressant, que je ne pouvais avoir que depuis l'expérience. Et que je n'aurais jamais pu théoriser ensuite si je l'avais pas expérimenté moi-même. Et la dimension solidaire, du coup, dans ce projet, Ouais. est-ce que Marouane a fait aussi participer, je sais pas, au niveau inclusion, etc. Oui, en fait, c'est une dimension qui fait que on a besoin. Alors nous, on se développe. Ça fait 2 ans qu'on est ouvert et donc on se développe petit à petit. On est encore dans la version 1 du projet. Et en fait, on a eu besoin régulièrement d'extra. Donc on a onboardé là récemment, il y a 15 jours, une alternante, une apprentie qu'on a avec nous pendant 1 an. Donc c'est notre 2e salarié, Marouane étant le premier. Donc ça c'est top. Mais on n'a pas encore la taille pour avoir des salariés supplémentaires. Donc on a besoin d'extra. Et là on travaille avec une asso qui est sur notre territoire, qui s'appelle CBL Réagir, qui est une asso d'insertion. Et donc c'est auprès d'elle qu'on recrute nos extras. Et on a toujours des gens de hyper quali. Alors elles n'ont pas forcément la technique du métier qu'on leur fait faire, mais elles ont l'engagement nécessaire. Et nous, on est sur un positionnement de cuisine conviviale chaleureuse. Donc en fait, moi, j'ai pas envie de l'événement qui est managé comme ce serait à l'école hôtelière de Lausanne, quoi. J'ai pas envie de quelque chose comme ça. J'ai envie de quelque chose qui soit familial. Et donc du coup, ça, les personnes ont cet engagement-là. Et puis, elles sont toutes
localisés sur le territoire. Donc on n'est pas avec des gens qui se font 2 heures de RER à 5 balles le ticket pour venir travailler chez nous 3 heures. Non, elles sont ancrées sur le territoire, donc on tisse du lien éventuellement avec les clients, elles les connaissent déjà. Enfin, il y a quelque chose de vraiment chouette de ce point de vue-là. Et l'idée dans la V2, ce serait qu'on puisse embarquer quelqu'un qui pourrait devenir un chef, enfin en tout cas un cuisinier, puis peut-être un chef sur un autre laboratoire ensuite, et que du coup là on forme et on accompagne sur les métiers. Marwan est assez fort pour ça. Enfin, il est très fort pour. En plus, il a un côté un peu grand frère. C'est un ancien boxeur professionnel et il a un côté très grand frère, à la fois doux et structurant, on va dire. Donc voilà. Donc ça, on aimerait beaucoup en être là. En tout cas, on a embarqué ça. Moi, sur cette dimension solidaire, je suis très nourrie par une expérimentation qui s'appelle le Territoire zéro chômeur de longue durée, qui a été bâtie par un monsieur qui s'appelle Patrick Valentin, et qui est un monsieur, là aussi, qui est parti d'une révolte, qui était, en fait, le droit au travail est un droit constitutionnel. J'ai plus l'article en tête. En tout cas, c'est un droit écrit, acquis, et en fait, non activé. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de travail. Et donc, de cette révolte de se dire, non, le droit au travail, il faut que ce soit un droit actif, il a fondé l'expérimentation Territoire zéro chômeur, au début par opportunité relationnelle sur un territoire où il connaissait le maire. Et maintenant, il a l'expérimentation que vous connaissez peut-être, qui est extraordinaire, qui a même été auditionnée à l'Europe pour voir comment elle pouvait être déployée aussi ailleurs en Europe. Et puis en France, on a renouvelé les budgets pour poursuivre cette expérimentation. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que dit Patrick Valentin, c'est que il a une formule qui dit l'emploi n'est pas qu'un outil de production, c'est un produit de vie sociale. J'aime beaucoup cette notion de l'emploi comme produit de vie sociale. Et voilà, moi, je vous invite, il y a sur leur site TCZLD, je sais pas quoi, la Territoire zéro chômeur de longue durée, il y a des petites capsules, vidéo. Et écoutez celle de Patrick Valentin sur la genèse de son projet et comment ouais, l'emploi. Je disais tout à l'heure, plutôt dans notre échange, je sais pas si on était déjà enregistré, mais que le travail, moi, c'est mon kiff absolu. Le travail, c'est central dans ma vie, c'est important pour moi. Je suis très inspirée. Il y avait une convention de Philadelphie dans les années 40 qui a posé les bases de l'Organisation internationale du travail et qui a rédigé le manifeste là-dessus et qui décrit, affirme le fait que le travail n'est pas simplement un moyen de subsistance, mais c'est aussi un moyen d'expression, d'émancipation, de réalisation, et le Graal aussi de contribution et collective et d'action. Et donc voilà, donc c'est vrai que pour moi c'est assez central et je suis contente qu'on embarque ce sujet dans notre activité de restauration, même si je vois bien ce à quoi je suis confrontée pour vendre, produire en termes de, je disais, d'infrastructures logistiques pour les contenants. Ben je sais que c'est du temps long quand même dans lequel on s'inscrit pour vraiment pouvoir dire, comme ce matin j'étais dans une conférence où un monsieur intervenait en disant que ça faisait 30 ans qu'il faisait de l'insertion et il pouvait se prévaloir de X mille personnes accompagnées. Ben nous, on est aux prémices de ça, mais j'imagine qu'il y a 30 ans, ils en démarraient aussi comme ça. Et finalement, avec place du dialogue, avec l'atelier de restauration, enfin l'activité de restauration avec MAM, aussi, enfin par ta conception du travail, il y a aussi cette idée de participer à la société, de faire société ensemble, et cette idée du coup de social. Mais carrément, et en fait, ça m'active quelque chose, c'est que je me suis dit, en fait, Juliette, tu te disperses quand même à mort, quoi. T'es consultante en management, dans l'asso Place du Dialogue, sur laquelle tu mets de l'énergie parce que tu veux que ça se maintienne, ça se développe. Et puis, t'es engagée dans l'activité traiteur qui te crame un temps de fou, et puis physiquement qui t'engage. Et moi, j'ai pas le même âge. Et en fait, ce que je me suis dit, mais c'est quoi quand même le fil rouge? Et en fait, le fil rouge, c'est le vivre ensemble. Et c'est vrai que la raison d'être qu'on a définie pour le MAM, par exemple, c'est contribuer au bien vivre ensemble par l'alimentation. La place du dialogue, on pourrait dire, c'est contribuer au bien vivre ensemble par le dialogue. Et mes activités de conseil, comme je travaille sur la coopération, c'est contribuer au bien vivre ensemble par une qualité de coopération dans les organisations. Donc il y a ce fil rouge, clairement. Et là, c'est dingue. La bouffe, c'est incroyable comme les gens, d'abord, c'est important pour eux. Alors là, c'est vraiment, on se dit, tiens, c'est central, en tout cas, dans notre pays. Et comment, effectivement, nous, notre métier, c'est faciliter des temps ensemble. Et se dire, j'ai pas de frein, je peux inviter mes 10 potes qui mangent
mangent comme 4 et qui sont gourmands, mais moi j'ai pas le temps, je peux inviter parce que je peux commander au MAM un plat et je vais être un cador d'ailleurs, parce que blanquette de veau, par exemple, je reprends toujours cet exemple, ça fait 10 ans qu'ils en ont pas mangé et ils vont chialer tellement ça va être bon, quoi. Tout à l'heure, tu as parlé du Petit Prince. Et Oui. pour nous, c'est un truc qui est une intuition qui nous guidait, qui se cachait quelque chose là-dedans. Et je voulais faire le lien un peu entre la construction que tu t'es fait. Ouais. Tu me disais que tu as été bercée là-dedans quand Ouais. tu étais petite. Ah bah moi, le Petit Prince, c'est presque ADN, quoi, pour plein de raisons. Alors éventuellement aussi pour l'auteur, parce que c'est un pilote d'avion. Moi, mon arrière-grand-père était pilote d'avion, donc en 14-18. Il a la croix de guerre pour ça. Donc ça, c'est présent. Et j'ai d'ailleurs un de ses petits-fils qui est devenu pilote lui aussi, qui s'est autorisé ce rêve, alors que c'était pas gagné, parce que il raconte ce parcours où en fait il était hyper mauvais à l'école, quoi. Donc imaginez être dans l'armée. Et en fait, il a été pilote de chasse et il a ensuite même visé la patrouille de France, qui était son rêve un peu tu, parce que déjà c'était pas facile d'imaginer d'être pilote de chasse. Et en fait il a persévéré et il a été à la patrouille de France. Donc il y a déjà l'aviation, Syntex, l'aventure de l'aéropostale, de tout ça, qui moi me nourrit beaucoup. Enfin voilà. Et après, c'est ce texte, quoi, magnifique. Alors, raconté par Gérard Philipe, mais je vous invite bon, on le trouve à la Fnac partout, hein, puis j'imagine maintenant en ligne. C'est extraordinaire. Et c'est un texte qui, oui, pour moi, c'est un texte qui, c'est pas par hasard que c'est le texte le plus lu. Je sais même pas si c'est pas plus lu que la Bible ou, le plus vendu. En tout cas, c'est un texte qui contient tout, quoi. Vraiment, moi, et c'était intéressant parce que c'est comme ça que j'ai aussi compris les valeurs que me transmettait ma mère. Dans le schéma familial, c'est surtout la maman qui est présente pour X raisons, et dans mon schéma familial à moi, dans ce que j'ai connu en tout cas. Et en fait, c'était une façon de nous expliquer sans faire des grands discours. C'est comme ça que ça nous a imprégnés. Et l'autre façon, pourquoi on se l'est approprié avec mon frère, cette façon d'être au monde et de porter attention, c'est aussi parce que on a observé notre maman agir comme ça avec les gens, avec les autres. Quand on était dans la petite enfance, il y avait évidemment l'exemplarité qui éduque. Hein. Ça, c'est pas juste lire Le Petit Prince. Faites lire Le Petit Prince à vos enfants et puis c'est bon, vous avez plus le job d'éducateur à faire. Non, c'est pas ça. Ouais, Le Petit Prince, c'est super important. Vous voyez, ma mère est décédée il y a pas longtemps et en fait, j'ai à un moment donné lu, j'ai même pas lu, j'ai récité parce que je le connais par cœur, un extrait sur la rose. Je sais pas, ça m'habite tout le temps. C'est vraiment des paragraphes entiers qui me reviennent régulièrement. Ça a baigné mon enfance. Je sais pas comment vous dire, comme une odeur de madeleine pour certains. Moi, c'est le Petit Prince. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? En fait, ce que je trouve intéressant dans Le Petit Prince, alors j'ai pas lu la Révolution bleue, et je souhaite le lire, mais ce que j'ai trouvé intéressant dans Le Petit Prince, et c'est ce que je crois beaucoup. Au tout début, je parlais du fait que quand j'ai fait philo, c'était un peu en quête de trouver la vérité. Et puis en fait, quand vous faites philo, vous apercevez, alors vous tombez pas dans un relativisme complet, mais vous apercevez que elle est un peu en construction, cette vérité. En tout cas, c'est pas le sujet. Et en fait, en fait, surtout, je me suis aperçue très vite qu'en fait, ceux qui sont le plus près pour toucher la vérité, c'est pas les philosophes, c'est les poètes. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est que tout n'est pas dit en mode PowerPoint, chapitre 1, voilà ce qu'il faut comprendre. C'est une histoire qui a l'air de rien et qui, en fait, si on la déplie, si on l'écoute, si on se laisse imprégner par elle, elle contient un nombre d'enseignements incroyables, comme vous pourriez la voir dans une poésie où vous comprenez pas tout, mais en fait, vous comprenez qu'il y a un sens important et que vous découvrez au fur et à mesure. Quand tu parles de tous les projets que tu mènes, on sent que tu as une énergie, qu'il y a quelque chose qui se dégage. Est-ce que tu pourrais nous parler de la place du rêve dans ton parcours? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont guidé? Est-ce que tu as des rêves aujourd'hui qui continuent de te guider? Pour moi, toute petite, à la fois, je disais, parce que notre mère nous a autorisés à ça, à se dire vous avez le droit de regarder out of the box et de vouloir faire les choses autrement. Donc j'avais cette autorisation, et puis j'ai été l'éducation que j'ai reçue, même si c'était assez light, mais c'est une éducation chrétienne, catholique. Et en fait cette éducation, alors moi je pratique
pas aujourd'hui. Enfin, je pense que enfin, c'est presque comme si c'était, ouais, sans doute que Dieu existe. En tout cas, c'est pas le sujet vraiment central pour moi, mais en tout cas, ce que j'ai appris de cette religion chrétienne, ce que j'ai compris, c'est ce message d'amour, d'hospitalité. Le mot hospitalité est sans doute un des mots que je préfère. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose, et c'est ce que je trouvais aussi dans Le Petit Prince, c'est cette façon de porter attention à l'autre et de contribuer positivement au monde. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ce serait le truc où je peux absolument faire sans craindre de nuire? Et je me dis, bah, le truc, le plus, en fait, le cogito ergo sum, enfin le truc auquel t'arrives, c'est pas le «je pense» dont je suis, c'est, si j'aime mon prochain, il y a aucun sujet. Et d'ailleurs, j'avais un de mes fils, quand il avait 10-12 ans, c'est un fils qui est très, qui ressent beaucoup, la douleur du monde et l'incohérence du monde, et en fait, qui me dit: «Mais quand même, ça serait tellement bien si tout le monde faisait ce qu'il avait à faire, respecte l'autre, ce serait tellement plus simple». Et voilà. Et donc c'est vrai que moi j'ai toujours été baignée par ça. Quand j'ai démarré, j'ai eu du mal à me mettre en entreprise, parce que ça venait un peu me heurter là-dessus. J'ai souvent quitté l'entreprise pour ça, de voir à un moment donné que, l'intention qui était affichée, donc moi j'ai beaucoup travaillé en entreprise en tant que ressources humaines, et à un moment donné, j'ai notamment été recrutée dans une boîte où, j'ai senti qu'ils recrutaient, enfin ils me l'ont dit d'ailleurs, qu'ils recrutaient aussi une personne qui incarnait le message qu'ils voulaient partager avec les salariés, qui était un message d'émancipation, d'engagement, de liberté. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que, il y avait un écart entre le discours et les actes. Il y a, François Dupuis, qui est un sociologue qui nous a quittés il y a l'année dernière, je crois, qui appelait ça la consistency. Et la consistency, c'est, comment il y a pas d'écart entre ton discours et tes actes, un peu comme je parlais tout à l'heure entre, écouter Le Petit Prince et voir, votre mère se comporter avec les autres. S'il y a un discours tout d'un coup, s'il y a un écart, en fait, ce que dit François Dupuis, c'est qu'en fait les gens s'adaptent, au contexte, donc à la réalité et non pas au discours. Donc vous pouvez dire enfin là je la fais longue, mais vous pouvez dire à des collaborateurs, coopérez. Si, le système de REM que vous mettez en place pour eux est un système très individualisé, en fait ils vont s'adapter au système que vous avez mis en place, qui est ça le nudge dans lequel ils sont c'est ça le contexte dans lequel vous les placez en fait, et du coup ils se comportent en fonction du contexte dans lequel vous les placez. Et tout ça pour dire, je perds mon truc. Oui, et du coup, tu vois, par exemple, cette place derrière moi, elle est toujours présente. J'ai essayé de la transmettre, à mes enfants. J'ai des enfants qui font des parcours, assez singuliers. Donc je sais pas s'ils l'ont pris de moi et de mon mari, de leur papa. Mais c'est toujours présent et ça m'a toujours, j'arrive pas à composer avec, quoi. Et donc dans cette entreprise que je citais à l'instant, enfin dont je racontais l'histoire, c'est qu'à un moment donné, quand je me suis, rendu compte qu'il y avait un misfit entre, le message que j'incarnais, parce qu'effectivement, les gens vont du coup avoir confiance dans le message que je porte, et finalement la réalité opérationnelle des décisions, j'ai dit: «Je m'en vais», alors même que c'était renoncer à tout un package, et cetera. Donc là, moi, c'est toujours le rêve qui me gouverne. Alors, je sais pas si moi je mettrais le mot rêve, mais je mettrais le mot, principe d'action, tu vois? Ce qui compte, et donc ce qui compte, c'est, une hospitalité, inconditionnelle. Ce qui compte, c'est ne pas nuire, à l'environnement dans lequel on est, pour justement permettre cette hospitalité encore, aux futures générations. Donc voilà, donc maintenant c'est ça que je mets dans le rêve. Après, j'ai pas un rêve en mode, je me vois là. Ça, c'est plus une dynamique. La notion du rêve, pour moi, c'est plus la dynamique de rêver, qu'un rêve constitué qui serait, moi, à 60 ans, je serais, dans une petite maison en montagne, et je ferais des randos tous les jours. C'est pas ça que je mets derrière le rêve. Le rêve est quelque chose une façon d'avancer dans le monde et de s'autoriser, et de dire non aussi. Et selon toi, pourquoi c'est important d'avoir ce rêve permanent justement qui te met en mouvement? Est-ce que ce qui différencie l'homme d'une autre espèce, c'est cette capacité à rêver? Je sais pas, j'ai pas fait assez de recherches là-dessus, mais je trouve que
En tout cas, pour moi, c'est essentiel, quoi. C'est-à-dire que si tu m'enlèves, la capacité de rêver au sens, la capacité de défendre ce qui est important pour moi et de faire des choix en conséquence, librement, en fait, tu me tues, quoi. Tu me mets en apnée et heu et je pense qu'assez vite, je préfère partir ou alors, partir vraiment. Enfin, c'est un peu glauque de dire ça, mais, c'est un peu plombant, mais ou alors, m'extraire complètement, de ce monde que je trouve dur, quoi. À chaque tout le temps, je suis heurtée par le décalage qu'il y a entre, les besoins du monde et la façon dont on les adresse au quotidien ouais, moi, pour moi, c'est un élan vital, hein. Ouais, c'est le rêve pourrait être, l'autre nom pour notre âme, quoi, je sais pas. Là, tu parlais tout à l'heure de tes enfants. Mmh. Je serais curieux de savoir l'influence, l'impact que ça a eu pour toi de devenir maman. Hem, je sais pas si ça a une influence. En tout cas, moi, quand j'ai eu 15 ans, je voulais 4 enfants. C'était vraiment alors là, pour le coup, c'était en mode, projet, voilà et je sais pas pourquoi j'avais ça. Alors, avec mon frère, on a grandi dans un environnement, hyper compliqué, à tendance toxique, mais donc peut-être il y avait ça et puis moi je viens d'une grande famille du Nord. Le Nord, c'est aussi les grandes familles avec plein de fratries, plein d'enfants donc j'ai, 18 cousins, enfin on est, 18 cousins nos grands-parents avaient en plus un lieu pour recevoir tout ça et donc je suis baignée mes cousins, dont les parents se sont pas séparés, comme les nôtres, en route. Mais mes cousins, ils sont 4-5 enfants par fratrie. Donc je pense que j'avais ça. Et après, qu'est-ce que ça m'a donné comme influence? Je pense que l'influence que ça m'a donné et en ce moment, je suis d'ailleurs dans une situation où je dois faire un choix et je pense beaucoup à mes enfants, c'est qu'en fait, ça m'a donné, le fait que, puisque j'ai envie de leur transmettre cette, autorisation à rêver et cet, impératif même, de respecter ses rêves, hein, et ouais, d'avoir cette audace et aussi ce courage, de les adresser, que c'est ça un peu le métier d'homme. Heu, alors il faut que, mes actions, comme je disais tout à l'heure, la consistency, il faut qu'il y ait cette consistency et par exemple, c'est comme quand j'ai décidé de me mettre à mon compte, il y avait l'influence aussi des enfants de dire: «C'est important à un moment donné qu'ils voient que leur maman a décidé d'oser un chemin, même s'il était un peu sécurisé». On est dans une famille, mais quand même, il y avait quand même une forme d'audace et de renoncement, en tout cas un très gros confort matériel et donc c'est important, ils m'ont influencé sur le fait de dire: «Il y a des choix aussi où je me dis: "C'est je vais d'autant plus le faire qu'en le faisant, ça va leur donner à eux aussi des autorisations ou confirmer que c'est pas, sky is the limit et un grand déclaratif et puis en fait, toi, tu as ta petite vie et tu rien du tout, quoi et tu penses à tes plans d'épargne et autres, quoi». Et là, dans le choix que je dois faire actuellement, il y a ça aussi. Il y a, comment, leur montrer que quand, on parle de respect que l'on se doit à soi-même, comment on se l'applique aussi dans des décisions importantes, même si elles sont difficiles. Donc ouais, ils m'ont influencée au sens un peu comme des gardiens de la cohérence, de la consistency, et puis ils m'ont influencée aussi, enfin moi j'ai été vraiment une maman, j'ai même, arrêté de bosser pendant 3 ans pour m'occuper d'eux. Ouais, j'étais très à la manœuvre quand, ma fille aînée est entrée en CP. Au début, les enfants étaient gardés par des personnes tierces et en fait, je me suis rendu compte que, en tout cas pour moi et la réalité peut être différente d'une maman enfin de parents à d'autres, mais pour moi, je me suis dit: «OK, en fait, le petit soin à l'enfant, changer, faire en sorte qu'il soit en sécurité, lui changer sa couche et cetera, c'est un peu sous-traitable, mais en fait, l'éducation, c'est pas sous-traitable». Et ça demande du temps, parce qu'en fait, éduquer un enfant, c'est pas en gueulant à 8:00 du mat: «Putain, tu pas mis tes pompes, dépêche-toi, on est en retard, en plus j'ai une réunion hyper importante donc grouille». Bah non, en fait, ça marche pas. Ils en font rien les gamins, éventuellement, ils cultivent le fait de mettre encore plus de temps, alors que si vous avez le temps pour vous asseoir avec eux et en parlant d'autres choses, qu'ils mettent leurs chaussures, bah ça fonctionne et donc du coup ils m'ont influencée aussi dans mon rapport au temps et le rapport au fait de dire, en fait, que moi j'avais un bon profil professionnel et du coup, j'avais quand même le sujet de dire,
je vais pas très vite sur la progression professionnelle, puisque je suis à temps partiel, puisque à un moment donné j'ai arrêté de 3 ans, etc. Mais en fait rapidement, mais c'est aussi mon mari qui a autorisé ça, parce qu'en fait il y a parfois le mari ou la femme qui sont pas ok pour qu'il y en ait un des deux qui fasse une pause ou qui prenne un risque d'entrepreneurial. Ça se décide toujours. Il y a besoin du soutien de l'autre. Et en fait, ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai pu me dire, en fait, la vie est longue. Il y a des réalités ou des besoins à un instant donné qu'il faut adresser et on a le temps. C'est-à-dire que réussir professionnellement, entre guillemets, j'ai toute ma vie professionnelle pour le faire et c'est pas grave si je pars pas en trombe et je suis pas au codir d'une boîte dans les 4 ans. C'est pas grave et ça arrivera, ça pourra arriver plus tard si ça doit arriver. Puis après, il y a aussi des autres choix qui se font. Mais en me disant, ce qui est important, c'est d'habiter ce qui nous arrive maintenant et du coup de faire ce dont on a besoin maintenant. À un moment donné, moi, j'étais la maman qui faisait des gâteaux le soir quand les gamins rentraient de l'école. Aujourd'hui, j'ai même plus le temps de remplir le frigo. De toute façon, ils sont grands, donc j'ai plus personne à la maison. Mais voilà. Et en fait, c'est ok. Et j'ai juste l'impression que j'ai honoré le besoin que j'avais à ce moment-là. Là, je parle de celui de maternité, mais ça pourrait être un autre besoin, comme le besoin entrepreneurial que j'adresse aujourd'hui, le besoin d'engagement que j'adresse aujourd'hui avec notamment la place du dialogue. Donc voilà, je pense qu'ils m'ont notamment appris peut-être le rapport au temps, le fait de refaire de la place au temps. Moi, dans mes principes d'action, dans mon activité de conseil, j'ai nommé des principes d'action. Je les ai un peu marketés parce que j'ai fait un acronyme ART avec. Donc le premier, c'est H comme hospitalité, j'en parlais tout à l'heure. Et le dernier, c'est T comme temps. C'est réhabiliter le temps comme facteur de transformation. Comme il y a une formule qui dit le temps ne pardonne pas ce que l'on fait sans lui. Voilà, réintroduire du temps et le laisser faire aussi ce temps. Le temps agit autant que l'action que l'on met en place nous-mêmes. Le temps, c'est quelque chose qui est aussi présent dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, avec sur une planète. L'allumeur de réverbère. Et je sais pas si justement, tu disais que tu le connaissais par cœur. Est-ce qu'il y a un passage que tu aimerais nous dire? Je sais pas, celui qui me vient là tout de suite, c'est le début. J'ai vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara alors je sais plus combien d'années. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à effectuer une réparation difficile. Le premier soir, je suis donc endormie à 1000 milles d'une terre habitée. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Alors notre podcast s'appelle du coup Des rêves en action. Et si dans ce podcast on devait rencontrer quelqu'un, Raph et moi, qui est-ce que tu nous conseillerais? Je sais pas, là, moi je pense à quelqu'un, c'est presque c'est une situation. Moi j'aime bien en fait les rêves en action à hauteur d'homme. Au sens où c'est pas le gars qui a une super vision, c'est pas Churchill quoi, c'est pas le gars où vous dites putain mais jamais j'aurais cette capacité-là. J'aime bien les gens qui sont dans le rêve en action au quotidien. Et par exemple, la personne qui vient, c'est dans le cadre de mes activités de mentoring de porteurs de projets entrepreneuriaux. On a mis en place un partenariat avec le lycée technique de notre ville où est implanté l'asso. Il y a cette prof, Rania, qui en fait, pourquoi on a mis en place ce partenariat? C'est parce qu'elle a eu l'idée de développer avec ses élèves ce qu'on appelle le hands-on learning, enfin le fait de non pas apprendre théoriquement, mais apprendre en faisant à partir de la situation. Et elle s'est dit, il faut que je trouve des acteurs qui seraient OK pour faire travailler mes élèves. Et donc, elle a trouvé l'idée de contacter notre association qui s'appelle Salle Vétérin et en leur demandant est-ce que vous seriez d'accord pour finalement, d'une certaine manière, fournir des bacs à sable pédagogiques à mes élèves. Elle l'a pas dit comme ça, c'est mon champ lexical qui le dit. Et effectivement, du coup, on est intervenu là-dessus. Et moi, comme j'étais porteuse du projet MAM à ce moment-là, j'ai proposé que les élèves fassent une opération dans une résidence donnée aller vers les habitants pour présenter l'offre traiteur. Et voilà, et je pense à cette femme-là parce que je trouve que c'était intelligent, courageux aussi parce que on est toujours dans un système qui parfois où dans l'éducation il faut lutter pour apporter des innovations pédagogiques et audacieux d'avoir pris son téléphone
c'est pas l'image qu'on se fait d'un prof qui vient plus de l'entreprise, d'avoir en fait eu une démarche très entrepreneuriale, de se dire tiens, c'est quoi sur mon territoire, et puis allez, j'appelle, au pire ça marche. Au pire ça marche. Voilà, le rêve en action, c'est aussi le au pire ça marche d'ailleurs. C'est les gens qui sont capables de se dire au pire ça marche. Et donc voilà, donc je pense à elle. Et puis et sans doute juste à l'issue de notre échange, je penserai à plein d'autres gens. Pour finir, il y a une citation qu'on aime beaucoup avec Bat, d'Oscar Wilde, qui disait que vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire la façon dont j'ai retraduit pour moi-même la baseline de votre podcast, le rêve en action, où je disais rêver, c'est un essentiel. Et moi, quand j'entends cette citation, je me dis que peut-être Oscar Wilde met dans le mot vivre le fait effectivement d'embarquer le rêve, d'honorer notre singularité, le fait de pas simplement veiller à notre subsistance. C'est marrant, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, je regardais il y a longtemps un truc genre Star Academy ou je sais pas quoi, et il y avait cette jeune femme, une chanteuse avec une voix incroyable. Je sais plus comment elle a terminé cette émission en termes de classement, mais à un moment donné, c'est une fille qui était coiffeuse en tout cas, et elle dit à un moment donné, j'ai fait la Star Academy ou je sais pas quelle autre émission, Radio Crochet, parce qu'en fait, vivre, c'est pas juste travailler pour payer son loyer. J'ai eu envie à un moment donné de me dire que vivre, ça pouvait être aussi ça, adresser un rêve, oser quelque chose de grand. Et voilà, je sais pas du tout où elle en est dans sa carrière, mais sans doute que ça lui a... En tout cas, elle a au moins, à un moment donné dans sa vie, dit non, moi aussi, j'ai le droit de rêver et j'ai le droit de vivre, et j'y vais. Et donc, ouais, voilà ce que m'inspire cette citation d'Oscar Wilde, qui disait aussi soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'était ça. Merci Juliette. Merci à vous, merci beaucoup. Très touchée d'avoir partagé ça avec vous. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et poursuivre la réflexion. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.